Bonjour à tous et bienvenue au Melting Pot. Je me présente, Lou, et je serai l'animatrice qui fera équipe avec Hakim. Salut Lou, et salut à ceux qui nous regardent. J'espère que vous êtes nombreux aujourd'hui car on a plein de choses à partager. Je dois vous avouer que je suis très impatient de visionner les reportages présents dans Melting Pot, l'émission qui propose un super concentré d'infos. Au sommaire, jeux vidéo et manga bien sûr, mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas que ça qui nous intéresse, nous, les jeunes. Au contraire, il est important pour nous de lever les tabous et d'aborder des sujets tels que les clichés racistes, le harcèlement au collège, le sexisme dans l'équitation ou encore le coming out. Oui, c'est clair, ce sont des sujets forts qui ont l'air super intéressants et j'en suis sûr que vous interpellent vous aussi les ados derrière votre écran. Alors n'hésitez pas, nous sommes sur Tutu justement pour que vous puissiez interagir avec nous en direct sur ces sujets qui nous concernent tous. Nous avons la chance d'avoir avec nous Sherazade, une journaliste indépendante qui pourra nous partager son point de vue de professionnelle. Merci pour l'invitation. Alors lâche tes questions ou tes commentaires, on a hâte d'échanger avec vous et Eva et Aurélien analysent attentivement vos réactions et nous les communiquerons tout au long du live. Reste en live mon pote et là, on aurait réussi à faire un vrai melting pot, tu vois. Alors Lou, on se lance ? Et on commence avec un sujet pas comme les autres sur les mangas et en particulier sur la représentation de la femme. La femme ? Pourquoi la femme ? Justement, c'est bien ça le problème. Alexandre, peux-tu nous en dire plus ? Oui, avec mes camarades, nous avons souvent été choqués par la représentation de la femme dans les mangas. Nous sommes donc rendus à la boutique de Zakata à Valenciennes pour voir si les vendeurs partageaient et approuvaient notre avis. Alors, action! Évidemment des scènes qui m'ont choquée dans certaines œuvres. La femme est décrite traitée comme un objet sexuel dans beaucoup d'œuvres. C'est quelque chose qui choquait et gênait, notamment quand j'étais plus jeune, quand j'ai regardé Dead. Ces filles sont très souvent dénudées, portent des vêtements très révélateurs, ont une forte poitrine très exagérée. Et il y a souvent des gros plans justement sur des attributs féminins et des fois ça prend tellement de place qu'on en oublie un petit peu le scénario de base. Dans le monde du manga, la femme est représentée comme étant plutôt une personne assez forte et plus maligne que l'homme. Par contre, l'homme, c'est lui au niveau physique qui est plus mis en avant et la femme plus intellectuellement. Ces derniers temps, c'est plutôt en France qu'on est commande. Enfin, les éditeurs sortent des mangas plus centrés sur les femmes. On oriente plus à des héroïnes ces derniers temps qu'à des héros. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère fait pour elle, c'est le début d'un combat pour s'affranchir des conventions d'une des plus grandes civilisations du monde. Et nous revoilà du coup sur le plateau et je vous invite à poser des questions ou à laisser des commentaires dans le chat tout au long de l'émission. Je vais en partager déjà deux remarques avec vous qui ont été laissées. Donc quelqu'un qui me dit « Waouh, le générique !» et un autre commentaire qui vient du CDI Aubrac. Donc on salue tous les élèves qui nous regardent depuis Tourcoing et qui nous félicitent pour les t-shirts qu'ils trouvent qu'ils sont assez sympas. Merci. Voilà. Merci. Et on a une petite question aussi de Chérine qui nous demande, qui te demande aussi à toi Alexandre, pourquoi avoir choisi ce sujet? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Parce que je trouve que les femmes ne sont pas représentées à leur juste valeur, elles sont plus représentées comme un objet sexuel et je trouve ça inadmissible. Ok.
Il n'y a pas que dans les mangas que les femmes sont victimes de représentations sexistes. Loin de là, et nous connaissons un autre domaine qui est particulièrement touché. C'est celui des jeux vidéo. Léo nous a rejoint pour en parler. Nous avons eu la chance d'interviewer Lily, gameuse et streameuse sur Twitch, pour lui poser quelques questions sur son passé en tant que femme dans les jeux vidéo et sur les clichés qu'on peut remarquer quand on joue à des jeux vidéo. Donc regardons ça. Start. Quand j'ai commencé, c'était plutôt du Mario, du Spyro, enfin des jeux de plateforme pas violents du tout. Mais j'ai aussi joué à Street Fighter ou des jeux un peu plus violents. Et actuellement, je joue à Call of Duty, qui est un jeu plutôt violent, effectivement, aussi, oui. Alors, je recherche pas du tout la violence à la base, hein, ni dans Street Fighter à l'époque, ni autre. Moi, ce que je recherche dans les jeux vidéo, c'est avant tout l'amusement et le partage avec les autres. Moi, j'ai jamais joué à des jeux vraiment solo, toujours des jeux avec d'autres personnes. J'ai joué beaucoup avec mon frère et c'était de partager des moments sympas ensemble. Et là, comme actuellement, je le partage du coup plus qu'avec mon frère, avec pas mal de personnes différentes. Et du coup, c'est ce qui rend la chose sympa. Coucou Vivien, coucou Charlie, coucou tout le monde, salut Loïc. Je pense que c'est comme tout, il faut trouver un juste milieu, un équilibre entre la vie réelle et la vie dans les jeux vidéo. Mais je pense que de plus en plus, les jeux vidéo tendent à justement, plutôt que d'isoler les gens, à leur permettre de rencontrer d'autres personnes avec tous les jeux en ligne, etc. Les jeux vidéo et les lives sur les jeux vidéo, c'est un des rares secteurs d'activité où c'est un avantage d'être une femme, effectivement. Je pense que comme il y a moins de filles que de garçons, forcément, les filles sont mises en avant par rapport aux garçons. Tendance qui peut s'inverser, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent aux jeux vidéo et qui font des lives aussi. Par contre, sur les lives, c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui viennent me mettre la place de la femme, c'est dans la cuisine, par exemple. Et j'en passe et des meilleurs. Donc ça, malheureusement, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Il y a des personnes mal intentionnées ou mal éduquées de partout. Donc oui, j'ai déjà eu des remarques déplacées parce que j'étais une fille. Non, par exemple, dans Call of Duty, il n'y a pas d'opératrice blonde. Et ça m'embête grandement. Puisque du coup, moi, j'aimerais bien avoir une opératrice qui me ressemble. Il n'y en a pas. Non, je plaisante. Oui et non en même temps, hein. C'est-à-dire que c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire que je pense que dans les premiers Call of Duty, il n'y avait peut-être même pas de filles en personnage. Ou par exemple, si on prend des jeux encore plus vieux comme Street Fighter ou des choses comme ça, il y avait peut-être. Je me demande si dans Street Fighter il y avait une fille, il n'y en avait peut-être qu'une seule ou deux par rapport à 8 ou 10 personnages masculins. Pas oublier qu'il y a toute la partie derrière de préparation, de réflexion, d'analyse des chiffres, etc. Et de mise en place de vidéos, de nouvelles choses pour que ça puisse fonctionner. Plus l'impact psychologique que ça peut avoir d'avoir des personnes, comme je disais, hein, qui peuvent vouloir des fois être sympathiques mais être maladroits et du coup ça peut blesser, ou carrément des personnes mal intentionnées. Donc voilà, le petit message que je voulais passer, c'est qu'effectivement, c'est, on peut dire, un métier d'avenir ou des choses comme ça, mais comme toute chose, c'est pas facile. Et donc on a encore des remarques et des questions dans le chat, donc toujours pareil, je vous invite à continuer à nous partager vos commentaires et vos questions. Donc une première remarque de quelqu'un qui nous dit « Moi aussi je joue et je suis une fille ». Donc voilà, ça vient encore plus légitimer notre sujet et prouver qu'effectivement on peut être une jeune fille et jouer aux jeux vidéo. Quelqu'un d'autre qui nous demande si vous êtes des gamers. Est-ce que vous jouez, vous? Pas souvent. Moi, je joue à des jeux en ligne. Tu joues à quoi, Hakim? Je joue à FIFA et plein de jeux multijoueurs. Des jeux multijoueurs, comme ce que fait Lily Funtime. Ouais. Et toi, Et moi, pareil, je joue à FIFA de temps en temps comme Hakim, et puis je joue à des jeux de voiture et à Call of Duty. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer en réseau avec plein de joueurs? Je sais pas, mais on peut discuter avec les autres personnes aussi, qu'on connaît pas, et c'est amusant. Ouais, comme ça, on joue pas tout seul, et puis c'est plus agréable de jouer, puis on prend plus de plaisir.
Une petite question qui revient sur le reportage et l'interview que vous avez enregistré. Comment vous l'avez contactée, cette joueuse, Lily Fontaine? Tu peux nous expliquer un peu, Léo? On l'a trouvée sur Twitch, puis on a cherché dans les catégories de jeux vidéo qu'on aimait bien, puis elle jouait à ces jeux-là, du coup on l'a demandé si on pouvait l'interviewer sur son live et elle a dit oui. Merci Léo, merci pour ce reportage. On continue? Les femmes défendent le droit de faire les activités qu'elles aiment, mais les hommes, eux aussi, doivent rester motivés de leur côté. C'est pas toujours facile pour eux, surtout quand elles décident d'enfiler un collant pour monter à cheval. C'est pas toi qui diras le contraire, Paco. C'est vrai. Nous sommes allés à la rencontre d'un cavalier qui nous a confirmé que ce n'est pas toujours facile. L'équitation souffre de clichés. Beaucoup pensent encore que c'est pour les femmes. Alors, quand tu es un homme, difficile de se faire accepter. Direction le centre équestre d'Écaudin, à 25 km à l'est de Douai, dans le nord de la France. Laquelle de ces deux personnes en particulier nous a donné envie de nous déplacer? A priori, aucune différence notable si l'on observe l'équipement, et pourtant il y en a bien une et pas des moindres. Jules est un jeune cavalier, garçon, et Chloé une cavalière. Jules, âgé de 23 ans, jongle entre ses études en génie civil à Béthune et l'équitation qu'il pratique avec passion quotidiennement. Pour lui, être un des rares garçons de son club ne lui a jamais posé problème. J'ai déjà été charrié plusieurs fois, pour notamment la tenue vestimentaire. Et puis c'est pas forcément un sport qu'au collège, les garçons jouent plus au foot, tout ça. Foot, basket. Moi je faisais de l'équitation, mais bon, comme je veux dire, c'est d'être sûr de soi et de faire ce qu'on aime. Après, il faut savoir qu'au niveau loisir, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Mais dans le haut niveau, si je prends les 100 meilleurs mondiaux, il doit y avoir 15 femmes. Donc c'est quand même que, entre guillemets, on est quand même dominant dans le haut niveau. Chloé, elle aussi, ne comprend pas pourquoi l'équitation serait réservée aux filles. On tisse un lien avec le cheval. Chaque cheval est différent, on apprend à les connaître, on apprend à les travailler, on apprend à les faire évoluer. Et je pense que c'est le même sentiment pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. La gérante du club, mère de Jules, est grande passionnée et même surprise par la question. Que ce soit un garçon ou une fille, si bien aux Jeux Olympiques, c'est la seule discipline où les garçons et les filles sont mélangés. Donc il n'y a pas de souci. Les cours sont mélangés garçons-filles. Il n'y a pas de conditions physiques à avoir particulières entre les garçons et les filles. Franchement, c'est pas un problème. Mon dernier a 17 ans. Et j'ai été surprise, il m'a dit à l'école, on se moquait de lui parce qu'il faisait un sport de filles. Mais il s'en fout. Je porte peu d'importance à ce que les gens pensent de moi. C'est mon sport, c'est ma passion. Ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, chacun a sa passion. La mienne, c'est l'équitation. C'est dans la boîte. Alors je reviens encore avec quelques remarques qui ont été laissées dans le chat. Quelqu'un, Chérine, qui nous dit beau travail. Donc, merci beaucoup. Et puis vous pouvez continuer à partager vos commentaires, à nous dire ce que vous pensez de l'émission et poser vos questions. Quelqu'un qui nous dit c'est pas un sport l'équitation. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais c'est un sport. Après, les gens s'ils pensent que c'est un sport, c'est bien. Et s'ils pensent que c'est pas un sport, c'est leur avis. En tout cas, il y a des compétitions jusqu'au très très haut niveau dans cette discipline. Justement, est-ce que l'un de vous trois pratique l'équitation? J'en ai pratiqué. Et sinon, là, j'ai arrêté. Et dans notre groupe, oui, il y avait 2 filles qui faisaient de l'équitation et qui en font encore en ce moment. C'est grâce à elles que vous avez fait ce sujet? Oui, en fait, le sujet, c'était eux-mêmes qui se sont posé la question. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé à faire ce sujet, en fait. Ça s'est passé comment sur le tournage? C'était bien. Au début, on cherchait un centre équestre pour interviewer. Donc, on en a cherché plusieurs. Et on a trouvé celui d'Écaudin qui voulait bien se faire interviewer. Et on y est allé. On a resté environ 2 heures là-bas. Et on s'est bien amusé. Ouais. Merci beaucoup, Paco, pour ce reportage. On continue notre émission? En fait, si on regarde bien, c'est toujours la différence que ce soit entre des moqueries. Ça pourrait être drôle, sauf qu'en fait, ça a plutôt tendance à être lourd. Que vous soyez portugais, arabe ou hollandais, est-ce que vous n'entendez pas constamment les mêmes blagues consternantes? Oui, mais bon, tout dépend de ce qu'on dit et comment on le dit.
On a pu interroger M. Jean-Claude Dulieu, investi dans la vie politique du Valenciennois et président du comité local du MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et Véronique de Montfort, qui travaille sur son association sur les préjugés et les clichés auprès des jeunes. Ils ont pu répondre à nos questions et notamment, peut-on y un cliché raciste? Regardons ça. Toi qui les connais, pourquoi ne voit-on pas plus de portugais à la télé? C'est parce qu'on ne comprend pas toujours ce que vous dites. Sérieusement, moi j'ai plein d'amis portugais, je dis, hey, ça vous dit de faire un karaoké? C'est pas un peu raciste quand même. Bah moi je suis portugais et je trouve pas ça raciste. Orlan, Atim, Paulo et moi-même, Chérine, nous avons interrogé des personnes compétentes dans les domaines pour répondre à nos interrogations sur peut-on rire d'un cliché raciste. Tout d'abord, Monsieur Dulieu, président du comité local de Valenciennes et président honoraire national du MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Il nous a expliqué que son association milite depuis 1949 contre les discriminations racistes, pour les droits de l'homme dans le monde et défend les immigrés victimes de racisme, cause qu'il est nécessaire de combattre et qui est punie par la loi. Nous avons également rencontré Madame Véronique Montfort, directrice coordination de l'association Pédagogie et Formation, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. En fait, si on parle de propos, ça veut dire la manière dont nous avons ou nous allons traiter quelqu'un. Nous avons tendance à mettre des étiquettes sur les gens. Et cette étiquette, c'est souvent lié à quoi? À la couleur de la peau, aux cheveux, au physique, à la manière de parler, à la manière d'être habillé. Et donc, ça devient vite quelque chose qui est discriminant. Parce que rarement, ce sont des étiquettes positives. Il est là le problème. Je te répondrai par une expérience qu'ont fait un groupe de pédiatres et de psychiatres américains. C'est qu'ils ont observé des petits en maternelle à partir de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Qu'aucun enfant n'avait un comportement raciste. Il jouait avec tous ses copains. Les enfants, quand ils sont petits, ne mettent pas les gens dans des catégories. Donc on ne naît pas raciste. C'est quelque chose qui se construit. Donc si ça s'est construit, en réfléchissant, on peut le déconstruire. Ils le deviennent quand ils apprennent, ils écoutent, ou ils voient à la télévision, ou ils entendent leurs copains, et ils se décident de trouver que c'est quelque chose qui leur convient. Donc le racisme est un apprentissage. Lutter contre le racisme, c'est un apprentissage aussi. C'est ça la grande force de l'humour, c'est qu'elle permet beaucoup de choses. Et qu'un des grands ressorts de l'humour, c'est évidemment la différence. Donc évidemment, il y a des blagues sur toutes les origines, sur toutes les nationalités, même sur le fait qu'on soit un garçon ou une fille, il y a des blagues. Alors vous imaginez si on mettait un portugais dans une série, un hold-up, et essayez de comprendre ce qu'il dit le mec. Boum, pa, et tout le monde marche sur nous tête. C'est moi qui nous piche tout l'air. L'humour, c'est quelque chose de bien encadré. On sait très bien quand on rit ou quand il y a l'humour, et on sait très bien quand ça fait mal et que c'est fait pour blesser. Alors oui, l'humour peut rire de tout, mais c'est bien précis. Tout le monde sait quand on fait de l'humour, mais tout le monde sait quand on n'en fait pas, et que c'est dit pour blesser. Dans l'humour, tout le monde rit ensemble. Et il y a une grande particularité avec l'humour, c'est que si on rit des autres, on doit être capable de rire de soi-même. L'humour, c'est à double sens. Ce n'est jamais un seul sens. L'ironie ou l'agressivité, c'est toujours dans un seul sens. Alors oui, l'humour, mais il faut bien savoir qu'on fait de l'humour. Un petit retour encore du chat avec Picasso Éluard qui dit « Vous êtes à l'aise, bravo ». Chouette. Merci. Très bon reportage, varié et très intéressant. C'est une autre remarque qui a été laissée. Merci encore pour vos commentaires. Vous pouvez continuer d'en laisser dans le chat. On les prendra au fur et à mesure. Et puis, un petit commentaire qui a été laissé par Sinosiris qui dit « Quel bonheur ces lives ». J'espère que cela va se démocratiser et pourquoi pas permettre des collaborations intercollèges. Alors, on sait qu'il y a plein de collèges et plein d'élèves qui nous regardent un peu partout dans la région et même un peu partout en France. Donc merci de regarder. Et je crois que vous vouliez dire un petit mot particulier. On remercie Cherbourg de nous suivre depuis le début de l'année.
et de nous encourager sur le live. Ouais, ça nous fait très plaisir qu'il y ait des élèves d'un peu partout, des amis à nous qui nous suivent. Ouais, ou même des proches. Ça reste... On est fiers en fait. Ouais. Bah, merci au public et vous pouvez continuer donc à nous laisser plein de commentaires, plein de questions. Une petite question pour revenir sur le reportage avec toi, Orlane. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Bah, c'est un sujet fort qu'il faut en parler parce qu'il y aura toujours du racisme et on ne sait pas pourquoi. C'est la société qui est comme ça, mais qui ne devrait pas l'être. Alors, ce que disait la dame dans le reportage qu'on entend, c'est que le racisme, c'est quelque chose qui se construit. On ne naît pas raciste. Et donc, du coup, si ça se construit, ça veut dire qu'on peut aussi le déconstruire en y réfléchissant. Et justement, comment, à votre avis, on peut combattre le racisme sans tomber soi-même dans la violence ? Je pense qu'on peut combattre le racisme déjà en le disant à des adultes ou à des responsables. Et après, si ça part trop loin, prévenir la justice. Et voilà, prévenir ses proches aussi. Et en fait, il faut pas le garder pour soi-même. Parce que si on le garde pour soi-même, ça va se renfermer sur nous et ça peut empirer la chose. Merci beaucoup, Orlane, pour ce sujet important. Merci. De rien. Des moqueries racistes ou pas, certains en subissent tous les jours au collège quand ce ne sont pas des coups. Vous voyez certainement de ce dont on parle. Le harcèlement scolaire, car nous sommes tous témoins et connaissons tous le nom des victimes dans notre bahut. S'il y a beaucoup trop de victimes, c'est qu'il y a beaucoup trop de coupables. Qui sont ces harceleurs qui s'attaquent à plus vulnérables qu'eux ? Djibril est allé sur le terrain pour essayer de comprendre ce triste phénomène. Oui, Djibril, explique-nous, car je ne comprends pas comment on peut faire du mal comme ça sans raison. C'est bien la question que nous nous sommes posée. Alors, nous sommes allés interviewer 2 personnes qui pouvaient nous éclairer. D'abord, la principale adjointe d'un collège qui gère quotidiennement auprès des élèves les problèmes de harcèlement. Ensuite, une psychologue clinicienne qui a les compétences nécessaires pour comprendre les fonctionnements en jeu dans ce type de relation. Et vous allez voir, elle nous donne même quelques pistes très utiles pour se défaire du harceleur. Nous allons vous parler d'un sujet qui touche 10% des collégiens, le harcèlement scolaire. Nous, élèves de 4e, nous nous sentons bien à l'école. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, avec mon équipe, on s'est dit que chercher à comprendre le harceleur, c'était apprendre à lui répondre. En soi, tout enfant peut devenir un jour harceleur. En fait, le harceleur, il carbure à la popularité finalement. Il y a ceux qui cherchent absolument à être populaires et ils ont tellement peur de ne pas l'être qu'en fait, ils utilisent certaines de leurs caractéristiques pour aller écraser l'autre. C'est la façon qu'ils ont trouvée pour pouvoir être entourés d'amis, etc. Et surtout ne pas eux-mêmes être embêtés. Après, il y a d'autres enfants harceleurs qui, de base, ont eux-mêmes vécu des souffrances relationnelles chez eux, en fait. Et du coup, c'est un petit peu leur mode de fonctionnement. Et il y a aussi ensuite des enfants qui ont une difficulté plus psychologique à reconnaître les émotions. Et du coup, ne repérant pas le mal-être de l'autre, ils vont avoir tendance à continuer. C'était pour rire. Première réaction. Après, quand on réfléchit, oui, c'est vrai que c'était. Toi, tu rigoles bien, mais pour rire, il faut être 2. La personne en face de toi, est-ce qu'elle trouvait ça drôle ? Non. Donc on est d'accord que c'est pas drôle. Oui, en effet, c'est pas drôle. Ouais, mais c'est pas grave. Donc en fait, il y a toujours un peu ce refus d'accepter que ce qu'on fait, ça s'appelle du harcèlement. Parce que c'est pas forcément des faits graves sur le coup, c'est le fait que ce soit répété quotidiennement et depuis longtemps. C'est pas le harceleur qui arrête de lui-même de harceler parce qu'on lui a dit que c'était pas bien, que c'était mal. C'est le harcelé qui va faire en sorte que ça s'arrête. Ce qu'on va travailler, c'est sur une réponse possible au harceleur. La réponse peut passer par du non-verbal, à savoir soutenir le regard de celui qui nous fait peur. Après, il va falloir pouvoir faire preuve de beaucoup d'autodérision, à savoir récupérer l'attaque, la valider, dire qu'on est OK, que c'est vrai, en rigoler, et éventuellement, ça c'est encore le mieux du mieux, renvoyer une gentille petite attaque au harceleur pour que lui, il soit déjà déstabilisé d'avoir une réponse. Et en plus, ça viendrait lui l'attaquer dans sa popularité.
Nous espérons que cette vidéo aura aidé les victimes à comprendre comment fonctionne le harceleur et ainsi donner les outils et le courage pour l'affronter et s'en défaire, en gardant plus que tout confiance en soi. Bravo aux présentateurs, voilà ce qu'on nous dit dans le chat. Je crois que vous faites un super boulot et que c'est très apprécié par ceux qui nous regardent. Merci. Une petite question sur ce reportage, Djibril. Comment on lutte contre le harcèlement ? On peut lutter contre le harcèlement en comprenant la situation du harcelé et tout en aidant le harcelé à se défaire du harceleur, notamment en prévenant les personnes qui pourront régler ces problèmes. Et si le harceleur y arrive, il peut aussi essayer de réattaquer le harceleur, voilà, et essayer d'en rigoler aussi peut-être. C'est un sujet qui est très présent dans votre quotidien. Vous avez autour de vous, vous pensez à des gens autour de vous qui ont déjà subi ou subissent du harcèlement. Oui. Comment vous pouvez les aider à votre avis Déjà, il faut pas, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas le garder pour soi-même. Il faut le dire à des proches à nous ou bien à des adultes pour justement se défaire du harceleur et d'arrêter de se faire harceler tout simplement. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Non. Je crois qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, donc merci franchement pour tous ces sujets. Pardon. Et donc oui, du coup, merci Djibril pour ce sujet. De rien. On continue. Et on remercie toutes les personnes qui nous ont aidés. Non, c'est pas mal. Margot nous a rejoint pour lancer le reportage audacieux qu'ils ont réalisé. Oui, c'est un sujet important dont il faut vraiment en parler autant que le racisme. Les jeunes homosexuels sont confrontés à cette grande difficulté quand ils décident de révéler leur homosexualité à leur famille. En effet, aujourd'hui encore, il est difficile d'avouer son homosexualité, surtout qu'on est adolescent. On a pu rencontrer Marion qui nous témoigne de son vécu et nous donne quelques conseils. Regardons. Au collège, la question de l'annonce de son homosexualité à son entourage reste problématique. Enzo, Eva et moi-même, Margot, nous sommes penchés sur la question. Nous avons rencontré Marion, une institutrice qui a bien voulu témoigner de son expérience. Donc quand j'ai rencontré quelqu'un, j'avais 23 ans. Au début, les premières semaines, mes parents se rendaient bien compte que j'étais souvent avec cette personne-là. Et un jour, je me suis dit, allez, jette-toi à l'eau, lance-toi et annonce la nouvelle. Donc je suis allée chez eux, parce que donc, je vivais chez moi, j'étais indépendante. Je suis allée chez eux et je leur ai annoncé que j'étais en couple avec une femme. Très mal. Très mal. J'ai entendu des propos très douloureux de la part de ma mère, qui m'a dit qu'elle préférait que je sois malheureuse avec un homme plutôt que heureuse avec une femme, parce que je pense que ça ne correspondait pas à ce qu'elle attendait, mais pour elle. Donc moi, je suis restée sur mes positions, j'ai pris un petit peu de distance. Et je lui ai dit que ce ne serait pas juste pour lui faire plaisir que je me mettrais en couple avec quelqu'un qui correspond à ce qu'elle veut pour ses enfants. Mon père, je pense qu'il a pleuré tranquille dans son coin. Et puis, il a dû réfléchir et puis il s'est dit, bon, j'ai qu'une fille, parce que j'ai 2 frères. J'ai qu'une fille, ce qui m'importe, c'est quand même qu'elle soit bien dans sa vie. Mais voilà, aujourd'hui, tout se passe super bien. Et puis, sans Gaël, on n'aurait pas eu ces 2 magnifiques enfants. Bon, j'ai été très optimiste dans tout ce que j'ai raconté. Je voulais quand même préciser que moi, j'avais eu énormément de chance, parce que ça a été très dur au début. Mais après, ça a été digéré et maintenant, j'ai une vie de famille au sens strict du terme, mais au sens plus large, qui est comme la vie de famille de n'importe qui. Donc, c'est un risque à prendre d'oser parler. Je pense que même si c'est très difficile de couper les ponts avec ses parents, moi, je les ai pas coupés, mais on a quand même pris de la distance. Quelque part, il y a un choix à faire entre assumer ce qu'on est, et le vivre pleinement et prendre le risque, parce que c'est un coup de poker, ou se cacher en fait et vivre une vie cachée. Je ne pense pas que ce soit la solution non plus.
Donc voilà, j'encourage. J'espère qu'on est dans un monde qui évolue et que plus les gens feront leur coming out, mieux ce sera accepté. Je pense qu'avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Alors on revient sur le plateau avec plusieurs commentaires, des gens qui nous disent que les reportages sont très bien réalisés. Merci. C'est vrai. Un commentaire de quelqu'un sur le sujet qui concernait l'équitation qui nous dit « Je suis un garçon mais j'aime bien l'équitation ». Donc vous voyez comme quoi ça vient confirmer le témoignage qu'on a vu. Oui. Des élèves de Cherbourg qui nous disent qu'il faut combattre les clichés. Donc on y reviendra en parlant de ton sujet Margot aussi. Et justement, quelqu'un sur ce sujet, Picasso, qui nous dit difficile d'en parler quand on est embêté. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? C'est difficile d'en parler? Ouais, c'est vrai. C'est pas très simple. On a peur des regards des autres. Je pense que ceux qui sont harcelés, ils ont peur que les gens les prennent pour des faibles ou bien pour des personnes qui ont peur de tout et de rien. Mais ils sont pas seuls dans cette épreuve. Et c'est vrai finalement, et pour le harcèlement scolaire, et pour le racisme, et pour l'homophobie, ce qu'on est en train de se dire. Et du coup, Margot, est-ce que toi, d'ailleurs Hakim et Lou, vous pourrez répondre aussi, est-ce que vous avez déjà entendu des propos homophobes? Oui. Ouais, j'ai déjà entendu des propos homophobes. Oui, j'ai déjà entendu des personnes qui disaient que pour eux c'était hors de question d'avoir un enfant gay, tout ça. Comment on peut réagir quand on entend ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous? Qu'on se dit que c'est notre vie et qu'on est heureuse tel qu'on est. Ce sont des choix personnels. Oui, il faut les respecter. Très bien. Quelques questions qui reprennent un petit peu les sujets qui sont passés. Alors, sur le sujet des mangas, vous vous souvenez de notre premier sujet, quelqu'un qui nous demande où se trouve la limite entre la valorisation d'un physique, donc le fait de dire que quelqu'un est beau, a un beau physique, la force, le charisme, la puissance et la sexualisation. C'est une question pointue. Je pense on peut dire, il ne faut pas exagérer. On peut faire montrer une femme ou quoi, mais il ne faut pas exagérer ses formes. Il ne faut pas non plus trop la sexualiser. On peut la montrer et montrer qu'elle est jolie, mais pas trop non plus. Pas en faire un objet. Oui, voilà, c'est ça, il y a des limites. Est-ce que ça a changé? Quelqu'un avait demandé aussi dans les commentaires précédents si ça avait changé votre regard, vous, tous ces sujets, et notamment sur celui sur le manga, sur les femmes. Est-ce que ça a fait avancer votre réflexion? Oui, moi je me suis rendu compte que c'est vrai que dans les mangas, les femmes elles étaient très sexualisées et je m'en rendais pas forcément compte avant. J'ai pris du recul. Avant, comme nous, je faisais pas attention à ça et tout, et j'ai remarqué que les femmes aussi étaient très sexualisées. Pardon. Et du coup, être vigilant, c'est faire aussi changer les choses peut-être plus tard? Oui. Ouais. Une autre question, alors quelqu'un qui nous demande sur le sujet concernant les clichés racistes, souvenez-vous de notre reportage, quelqu'un qui se demande finalement pourquoi certaines personnes sont racistes ou le deviennent. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est à cause de la société. Non. Je pense que c'est l'environnement dans lequel ils grandissent, ils vivent, ce que les parents peuvent dire, ce que les amis, les proches... L'éducation en fait, oui, je voilà, pense. c'est ça. La construction aussi par le regard des autres, ce qu'on entend autour de nous, c'est ce qu'on entendait dans le reportage. Ça tourne un peu toujours autour des mêmes sujets, ce que vous avez réalisé comme reportage. Là, si on revient sur la question du harcèlement, on est toujours dans des choses qui excluent les autres. Qu'est-ce que vous avez appris sur le harcèlement pendant ce reportage? J'ai appris qu'on peut se défaire du harceleur et qu'il ne faut pas tout le temps garder tout pour soi-même. Le harcelé, déjà, il n'est pas seul. Et puis, il ne faut pas se renfermer sur soi-même, il faut en parler, essayer de se défendre, peut-être attaquer la personne. Voilà. Ne pas rester seul et en discuter. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vais partager avec vous un dernier commentaire qui fait bien la synthèse de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qui dit « Bravo les jeunes ».
Merci. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur des remerciements aussi. Je voulais vous remercier de m'avoir invité à votre émission. De rien, Merci à tous les trois, merci à toute l'équipe, merci au collège. C'était vraiment un très beau moment. Merci beaucoup. Merci. Vous vouliez remercier aussi des gens? Oui, on remercie toutes les personnes qui ont aidé à faire ce live, qui ont fait les reportages, tout ce qui est montage, tout ça. Et bah, vous, notre marraine, qui nous a beaucoup aidés. Et merci aussi à Cherbourg qui nous suit depuis le début de l'année et à tous les spectateurs du live. Et je crois que vous pouvez être assez fiers de vos sujets, ils sont tous très intéressants et je pense que les commentaires qu'on a reçus le confirment. Voilà, on apprend plein de choses et ça nous bouscule, ça nous fait réfléchir, c'est à ça que ça sert le journalisme, donc bravo. Merci. Et voilà, l'émission touche à sa fin. On espère, mon pote, que tu auras retenu les messages essentiels. Tu veux jouer aux jeux vidéo? Tu veux faire de l'équitation? Tu veux partager tes traditions ou au contraire t'en éloigner? Tu es une fille et tu aimes une autre fille? Assume-toi. Laisse tomber les clichés. Ou les moqueries. Sois qui tu es. Sois qui tu veux. Toutes les personnes interviewées nous l'ont bien dit. Et confiance en toi. Et fais ce qui te plaît. Tu trouveras bien ta place dans Melting Pot.